tour. Oui, on commence par Alun Ndiaye. Alun Ndiaye. Vous pouvez vous présenter rapidement, on fait un petit tour. Alun Ndiaye n'est pas là apparemment. Hein? Ou bien un problème de micro. Amadou Yoro? Oui, directeur. Voilà, présentez-vous rapidement. Il y en a qui ont... Allez-y. Ouais, c'est le réseau. Ouais. Oui, Amadou? Amadou Yoro, c'est bon? De passer une bonne année académique. Merci. Merci beaucoup. Le suivant? Le suivant? Comment il s'appelle? Fatou Niang Mbeng. Fatou, tu es là? Fatou? Non. Bon, il y a un monsieur là, iPhone, c'est qui? Hein? 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 Apparemment, ils m'entendent, ils ne sont pas là. Est-ce que tout le monde est là, s'il vous plaît? Oui, Hein? bonsoir, c'est Abdourahmane Fall. Voilà, Abdourahmane Fall est là. Hein? Abdou, Je suis vas-y, là, ouais. présente-toi. Ouais, je suis Abdourahmane Fall, étudiant à Master 1 à l'Afrique, Institut africain de développement local. Bon, je suis entrepreneur et titulaire d'une licence en commerce. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdourahmane. Sois le bienvenu. Ensuite, il y a un autre qui veut prendre la parole. Là. Hein? Mbeng. Fatou? Fatou Niang. Oui. Allez-y, Fatou, présente-toi. Oui, bonjour, moi c'est Fatou Niang Mbeng. Je suis opératrice en voie ferrée à la CETER. Je suis en master 1 en gestion de projet. Titulaire d'une bonne licence de l'IADL. Merci. Merci. Ok, le dernier là, je pense qu'il a mis iPhone, c'est qui? Hein? Ah, c'était Abdourahmane. Et le dernier, c'est qui? L'autre est pas. Bon, alors, très rapidement, on va essayer, donc, dans le cadre de la formation, vous êtes dans un parcours de master, mais c'est un master professionnel. Bon, quand on parle de master professionnel, on insiste d'abord sur le côté compétences et capacité à valoriser vos expériences et acquis. Bon, ce master, il est ouvert à des gens qui travaillent et qui souhaiteraient valoriser leur expérience, n'est-ce pas? Mais on met un accent sur des compétences. Voilà pourquoi vous aurez des interactions en ligne. Au semestre 1, vous avez 4 unités d'enseignement et au semestre 2, vous avez 4 unités d'enseignement. Bon, les unités d'enseignement du semestre 1, bon, on commence déjà par la première, c'est-à-dire histoire et théorie du développement local. Bon, quand on prend histoire et théorie du développement local, vous aurez une interaction sur l'approche de développement local, une interaction sur la politique de décentralisation, donc qui est de nos jours extrêmement important, et enfin le développement territorial. Bon, dans la seconde unité d'enseignement, on va peut-être attendre d'y arriver pour essayer de voir l'articulation, mais déjà, vous pouvez vous connecter sur la plateforme
Je pense que le responsable technique vous a accompagné jusque-là pour que vous soyez sur la plateforme. Alors maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est que ce n'est pas des cours classiques comme vous avez l'habitude de le voir, mais il faut surtout être présent aux interactions. Bon, je disais que pour cette première unité d'enseignement, il y a des objectifs pédagogiques qu'il faut poursuivre. Mais là, on vous donne une certaine autonomie. Vous allez voir d'abord quels sont les liens qui existent entre le développement local, la décentralisation et le développement territorial. Donc, c'est important de cerner ces trois notions. Alors, si on prend le développement local, comme son nom l'indique, c'est un processus qui permet d'initier le développement à partir de la base, c'est-à-dire en insistant sur la participation, la responsabilisation et l'implication des citoyens à la base. Bon, ça, on y reviendra dans les développements. Par contre, quand on parle de politique de décentralisation, c'est une politique initiée par l'État central, pour transférer vers des collectivités territoriales des compétences qu'elles vont gérer de manière autonome, donc avec une libre administration. Donc, si vous voyez un peu, voilà un peu sur quoi on se fonde pour dire que si la décentralisation est une politique de développement, le développement local est une stratégie de développement. Mais tous les deux sont liés. En général, il n'y a pas de décentralisation sans développement local. Il n'y a pas aussi de développement local sans décentralisation. Maintenant, le dernier aspect de l'unité d'enseignement, on vous en parle beaucoup, on en parle beaucoup, de développement territorial, gouvernance territoriale. Bon, là, par contre, quand on est dans le développement territorial, c'est la programmation du développement à l'échelle des territoires. À l'échelle des territoires, parce que, vous le verrez, le territoire est un support de développement. Et quand on parle de territoire, j'aurais aimé que vous partiez même de votre maison. Votre maison est un territoire, votre quartier est un territoire, votre village est un territoire, la commune est un territoire, la ville est un territoire, le département est un territoire, la région est un territoire et le Sénégal est un territoire. Donc, quand on parle de développement territorial, c'est la programmation du développement à l'échelle des territoires, quelle que soit leur taille. Et c'est vraiment à la mode. Hein. Par contre, le développement local est une stratégie donc, qui permet d'impliquer, de responsabiliser et de faire participer les citoyens dans la transformation de leurs conditions de vie hein, de manière globale. Alors que quand on prend la décentralisation, c'est une politique initiée avec même des lois qui sont clairement définies, qui permettent à l'État central de transférer une partie de ses compétences vers les collectivités territoriales qui sont des entités administratives. Actuellement, au Sénégal, nous avons deux ordres de collectivités territoriales, c'est-à-dire les départements et les communes. Hein, c'est ça les deux ordres. Mais avant, dans un passé récent, la région est une collectivité territoriale. La communauté rurale était une collectivité territoriale. Ça, on y reviendra dans la partie décentralisation. Mais ce qui est intéressant, c'est de cerner ces notions et puis de les mettre en lien. Donc, c'est un peu ça qu'on veut. En tant que spécialiste du développement local, vous cernez ces aspects et vous les mettez en lien. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des éléments qui doivent aller ensemble, n'est-ce pas? Alors, maintenant, pour ma communication d'aujourd'hui sur le développement local, chacun de nous peut essayer de se situer sur deux objectifs pédagogiques, comme vous l'avez vu sur le support qui a été partagé. Ça y est dans la plateforme, après vous allez tirer ça. Bon, on doit d'abord définir le développement local. Qu'est-ce que c'est que le développement local? Maintenant, dans un deuxième temps, on va essayer de cerner les fondements du développement local. Parce que tout n'est pas développement local. Alors, lorsque
nous prenons le développement local, il faut d'abord le situer dans un contexte bien déterminé. C'est quoi? Il y a eu la mondialisation. La mondialisation, on a l'habitude de dire que c'est, si vous voulez, un système d'administration des relations entre les États, donc qui va beaucoup envisager la considération du monde comme un grand ensemble, où les règles de commerce, les règles des relations économiques, n'est-ce pas, sont très arrimées sur ce qu'on appelle la loi du plus fort. Hein. Alors cela constitue aussi un facteur sur lequel on peut s'appuyer pour comprendre pourquoi aujourd'hui dans le monde, les idéologies ont tendance aussi à régresser. Bon, vous avez vu un peu ce qui s'est passé tout récemment au Sénégal. Il y a eu une véritable révolution citoyenne qui amène un opposant au pouvoir dès le premier tour. Ça, c'est une révolution citoyenne. Bon, c'est lié au fait qu'avec la mondialisation, aujourd'hui, les États contrôlent difficilement la pauvreté. Les États contrôlent difficilement également un ensemble de facteurs environnementaux comme les changements climatiques, le développement agricole. Donc, vous voyez, beaucoup de pays aujourd'hui subissent ce fait. Et je dis souvent que même les pays riches ont ce problème. Par exemple, vous avez vu ce qui s'est passé tout récemment en France avec le vaste mouvement des agriculteurs qui ont barré des autoroutes, qui revendiquent un certain nombre de choses. Vous avez vu aussi que dans les pays africains en général, la pauvreté a atteint des ampleurs extrêmement élevées. Bon, et là, bonjour, hein, il y a le chômage des jeunes, il y a, si vous voulez, les conditions très précaires des populations. Alors, cela constitue ce qu'on appelle un contexte géopolitique, donc qui fait que, à un certain moment, on a pensé impliquer davantage les citoyens dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc, c'est ça un peu le développement local. Alors, du point de vue du contexte également, il faut aussi se situer dans, si vous voulez, les mutations au niveau mondial. Si je veux nommer les mutations économiques, où il n'y a pas possibilité aujourd'hui de mobiliser facilement de l'argent à travers les institutions de Bretton Woods, les organisations de la coopération bilatérale et multilatérale. Donc, l'argent se raréfie davantage. Hein. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les mutations d'ordre sociologique. C'est-à-dire au niveau des mutations sociologiques, c'est vrai que chaque pays, chaque territoire a ses propres réalités socioculturelles qui doivent être convoquées dans la mise en œuvre d'un processus de développement. Je dis souvent, il n'y a pas de développement valable si on ne s'intéresse pas au socle culturel, le socle culturel, les réalités sociologiques. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, le monde est dans de profondes mutations sociologiques liées à une mondialisation qui fait que, bon, ce que nous vivons au Sénégal, on le comprend très rapidement dans les pays développés, mais nous sommes aussi au parfum de tout. L'autre élément de contexte, c'est aussi très important de le rappeler, c'est le contexte technologique. Aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication, les informations circulent très rapidement. Donc, c'est ça qui fait que les citoyens sont aujourd'hui super informés, sont surinformés. Donc, les citoyens étant informés, donc ont naturellement le droit de porter des revendications à la base. Et justement, il ne faut pas s'arrêter à ces revendications. Il est important que les populations également puissent porter un ensemble de projets appelés projets locaux sur lesquels elles vont s'appuyer pour transformer leur territoire, améliorer leurs conditions de vie et avoir une maîtrise de leur espace et de leurs ressources. Et ça, justement, ce processus est encouragé par la décentralisation. Mais quand on parle aussi de mutation technologique, il y a le fait qu'aujourd'hui, les Sénégalais savent ce qui se passe un peu partout dans le monde. Hein? Donc, ils ont naturellement envie de développer un certain nombre de réflexes liés
à la revendication d'un meilleur être, mais aussi, il y a aussi la participation. Donc, la participation. Les citoyens veulent de plus en plus participer à la gestion de leur cité. Bon, je le disais dans un de mes articles, on a compris l'impression que la démocratie politique est en train de régresser, hein, et on va vers naturellement ce qu'on appelle une démocratie des citoyens, c'est-à-dire les citoyens aujourd'hui commandent les gouvernements. Donc c'est important également, même les décideurs politiques sachent qu'il y a un système d'inversion. Avant, c'était les gouvernants qui, si vous voulez, commander ou diriger les peuples, mais aujourd'hui, c'est comme si ce sont les peuples qui dirigent. Bon, l'exemple qu'on peut donner, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le cas du Sénégal, hein, où quand les citoyens décident naturellement de s'organiser, ils peuvent faire une commande politique. Et cette commande politique, il faut l'interpréter. Donc, c'est en justement s'appuyant sur cette commande politique, on comprend que les citoyens ont aussi la possibilité, si vous voulez, de se positionner comme des acteurs et non des sujets qu'il faut satisfaire. Hein? Donc, ça, c'est le droit à la participation au développement, c'est le droit à l'accès à l'information, et c'est aussi le droit d'exercer une maîtrise dans les territoires, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'économie résidentielle qui fait que, par exemple, ceux qui habitent un territoire sont les premiers acteurs économiques, participant à la création de richesses, participant également à la mobilisation de facteurs sur lesquels on peut appuyer le développement. Alors, c'est pourquoi dans ce cours, bon, vous allez le lire en approfondir, on vous définit d'abord la notion donc, de ce qu'est le développement local. Quand on parle de développement local, ce n'est rien d'autre qu'un processus qui est initié à la base, donc avec la mobilisation des acteurs locaux, des ressources endogènes pour pouvoir induire une transformation systémique. Quand on parle de transformation systémique en développement local, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte du social, de l'économie et de l'environnement. Alors, sur cette petite définition, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre que là, on parle d'un développement. Quand on parle de développement, il faut non seulement l'accumulation de richesses, mais il faut aussi l'amélioration du bien-être des populations. Le développement est une dimension donc matérielle et une dimension qui est immatérielle. Et justement, beaucoup de chercheurs maintenant lient beaucoup de facteurs au développement, comme par exemple les droits humains, c'est-à-dire que les gens soient valorisés du point de vue de leur dignité, c'est important. Et on soulève aussi des questions de gouvernance, c'est-à-dire que naturellement, les citoyens veulent participer au développement de leur localité. Mais il y a un autre aspect important, c'est quoi? C'est, si vous voulez, le jeu de pouvoir. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous incarnez un pouvoir, vous allez bien le gérer si vous le partagez avec les citoyens. Et le monde aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est dans une véritable révolution citoyenne. La révolution citoyenne, c'est-à-dire les citoyens constituent une force non négligeable. Et cette force, justement, peut s'organiser quand elle a envie de s'organiser pour demander des politiques publiques plus efficaces, plus cohérentes, plus pertinentes, pour demander aussi la prise en charge de leurs intérêts stratégiques, de leurs besoins spécifiques, pour exiger également qu'on les associe dans le processus de réflexion, de décision et même de circulation des informations. Donc, le développement, il est important. Mais maintenant, justement, quand il est local, un développement, quand il est local, il y a deux conditions de base, c'est-à-dire que les acteurs locaux participent, ça c'est important, mais aussi il faut mobiliser des ressources endogènes. D'ailleurs, ceux qui pensent qu'on peut programmer le développement à partir du sommet, bon, n'ont pas compris qu'aujourd'hui, avec ces mutations, un développement est viable quand il est programmé depuis la base.
Et la programmation de développement à la base suppose qu'il y ait beaucoup de concertation, beaucoup de logique délibérative, beaucoup de dialogue, mais beaucoup également de réflexion collégiale où chacun donne son point de vue. Donc, vous, en tant que praticien de développement, votre rôle, c'est de travailler pour que le processus de développement soit initié à la base avec la participation des citoyens, leur responsabilisation et leur implication, mais dans des dynamiques dites plus ou moins collaboratives entre ceux qui décident et ceux qui sont, si vous voulez, ce qu'on appelle les bénéficiaires des services publics. La démocratie, donc, est naturellement en relation avec la démocratie participative. Quand on parle de démocratie participative, c'est le fait de donner à chaque individu, à chaque citoyen, la possibilité de se sentir acteur, donc qui participe à la réflexion, à la prise de décision et la mise en œuvre des actions. Ça, c'est un élément important. Donc, quand on parle de démocratie participative, aujourd'hui, certains États peuvent avoir des difficultés parce qu'ils n'écoutent pas assez les citoyens. Pour moi, les citoyens, il faut les écouter. Ils servent des messages. Donc, vous avez vu un peu, quand ils décident de changer de dirigeant, ils peuvent le faire facilement. Ils peuvent s'organiser librement. Donc, voilà pourquoi même dans les rapports entre les producteurs de services publics et les citoyens, on met beaucoup des relations de négociation et de médiation. Donc, ça, c'est un peu lié, si vous voulez, aux mutations pour le monde sup. Je l'ai dit tout à l'heure, en définitive, vous avez les mutations économiques, hein, les mutations sociologiques, les mutations technologiques, donc qui sont un ensemble de repères sur lesquels vous allez vous appuyer pour faire ce qu'on appelle, si vous voulez, de l'analyse systémique. Bon, je l'ai dit tout de suite aussi, quand on parle de développement local, on insiste sur la participation des acteurs locaux qui ont un certain nombre de droits, mais on s'appuie aussi sur une logique collaborative où le citoyen n'est plus perçu maintenant comme un bénéficiaire de services publics, mais il est un acteur capable de délivrer des services, capable de programmer des actions. Donc ici, vous êtes dans ce qu'on appelle le développement endogène, c'est-à-dire qui permet de créer de vastes mouvements internes, dynamiques, capables de transformer le territoire, mais que ces mouvements à la base puissent se manifester comme des systèmes de remontée pour aller au sommet en termes de plus-value économique, mais aussi en termes de plus-value sur le plan de la circulation du flux d'informations. Voilà à peu près comment vous allez vous situer pour comprendre que le développement local aujourd'hui est une exigence à cause des mutations que connaissent le monde, mais les mutations les plus frappantes, c'est les mutations sociologiques. Le monde est comme un village planétaire. Les Sénégalais peuvent revendiquer des services parce que tout simplement, ils ont vu que ces services sont fournis aux États-Unis. Donc, il y a une certaine exigence. Les décideurs politiques doivent maintenant regarder les citoyens comme des individus qui sont très exigeants. Bon, vous faites un master pro, ce serait intéressant bon, de lire certains ouvrages comme Xavier Greff. Bon, il a beaucoup théorisé le développement local. Il y a aussi Baker, en 1950 déjà, Baker, qui avait abordé la notion de développement endogène. Baker, bon, j'ai aussi produit un ouvrage où j'ai beaucoup insisté sur ça, la décentralisation au Sénégal de la politique au développement. Donc, c'est un livre qui est disponible, c'est important. Mais ce qui est important, c'est de vous dire qu'il y a un développement local quand les acteurs locaux participent. Deuxièmement, quand on mobilise des ressources endogènes pour créer des dynamiques de transformation systémique. La transformation est systémique quand elle tient compte du social, de l'économie et de l'environnement. Bon, je vais, après cette petite communication, ouvrir un débat
vous pouvez donner des contributions et puis papa poser des questions. Je vous redonne la parole, Pabioro, Fatou et M. Fall. Vous avez la parole. Ouvrez le micro. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, allez-y. Oui, en fait, nous, on a suivi votre exposé. Ce qu'on a retenu, c'est surtout la définition du développement local, qui est un processus grâce auquel la communauté participe au façonnement de son propre environnement, dans le but d'améliorer la qualité la qualité de vie de ses résidents. Mais aussi dans le développement local, une chose est très importante, c'est que le développement local part de la base au sommet. C'est-à-dire que il y a une chose très importante dans le développement local, c'est les acteurs, la participation des acteurs. Quand on parle aujourd'hui, par exemple, de démocratie, on peut parler de démocratie participative, que chaque citoyen est le droit, mais aussi le devoir de participer au développement et à l'avancement de la démocratie de son pays, mais aussi qu'il ait l'espace. L'espace est un cadre, par exemple, pour mieux s'exprimer. C'est ce que j'ai un peu retenu de votre exposé. Merci. Oui, Ok. un autre. C'est bien, Pabioro. Oui, un autre. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, ça va? Oui. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend. Oui. D'accord. Bonjour, monsieur Mbaye. Hein? J'ai bien écouté votre définition par rapport au développement local. Donc, ce que je peux, je peux retenir, le développement local peut être défini comme un processus visant à améliorer les conditions de vie dans une communauté, n'est-ce pas? Spécifique, à mettre l'accent sur la participation active des résidents locaux. Mais le problème, ou bien le souci qu'on rencontre à chaque fois, ce sont des problèmes d'infrastructure. Quand je parle des infrastructures, je parle par exemple les moyens que l'État doit mettre en place, surtout l'État central. Je trouve ça Allez-y. C'est le réseau. Qui parle, c'est qui? Abdurrahman, allez-y. Abdurrahman? Abdurrahman, allez-y. C'est le réseau qui est parti. Attends, on va pas.
Bonjour. Bonjour Alun, je te demande tout de suite, présente-toi. Qu'est-ce que vous avez comme... Ouais. Bon, moi, c'est Alun Ndiaye. Ouais. Je suis à Hambourg. Bon, ce que j'ai pu retenir de votre introduction, c'est que le développement local peut être un processus, peut être vu comme un processus qui fait participer un individu au développement de sa localité, mais de manière complémentaire. Maintenant, ce que je voulais savoir, est-ce que cette complémentarité veut dire que chaque individu doit apporter, c'est-à-dire ce qu'il peut faire ou bien ce qu'il sait faire, pour qu'on puisse le mettre ensemble et pouvoir en faire quelque chose pour faire bénéficier tout le monde. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Ok, je peux répondre. Alors, Aline, on peut parler de, merci, de complémentarité et de synergie entre les acteurs. Bon, c'est important de se situer sur cet aspect. Lorsqu'on est dans un processus de développement local, plusieurs acteurs se mettent ensemble, ça c'est de la synergie. Mais chaque acteur possède quelque chose qu'il peut apporter dans une perspective de complémentarité. Mais ce qu'il faut aussi surtout appréhender dans le développement local, c'est-à-dire c'est un développement qui promeut la participation, comme l'a dit Amadou Yoro tout à l'heure, la participation des citoyens à la base. À la base. Les citoyens qui occupent naturellement un territoire et qui sont soumis aux mêmes conditions par rapport aux contraintes, par rapport aux opportunités, peuvent logiquement se mettre ensemble, transformer leur territoire, c'est une finalité, améliorer leurs conditions de vie, mais aussi porter de manière très autonome l'ensemble des projets qui doivent se mouvoir au niveau de leur territoire. Donc, en fait ce que nous allons apprendre pendant ces 2 ans dans ce parcours, c'est à être vraiment des experts capables de concevoir, de mettre en œuvre, de suivre, d'évaluer, de gérer des processus de développement local. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, un développement porté par les citoyens. Bon, d'ailleurs, Fall a abordé un autre problème, le manque d'infrastructures. Bon, le développement local peut ne pas s'occuper de la mise en place des infrastructures, on le verra. Il faut que l'État aussi définisse un schéma cohérent d'aménagement du territoire. Parce que quand le territoire est bien aménagé, quand il y a des infrastructures, vous voyez, ça peut aussi faciliter ce qu'on appelle la cohérence territoriale, mais aussi donner un certain nombre d'opportunités aux populations. Mais il est clair que la démocratie participative, c'est quoi? C'est le fait de donner à chaque citoyen le droit et la possibilité de participer, de s'impliquer, de se responsabiliser dans toutes les actions à caractère collectif et public qui doivent être réalisées au niveau de leur territoire. Et justement, il faut une bonne compréhension de la démocratie participative. C'est aujourd'hui une revendication universelle, valable partout. On ne peut plus décider pour les citoyens sans les impliquer. On ne peut pas tout faire pour les citoyens, mais on leur donne la possibilité de se sentir acteurs, responsabilisés, impliqués, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'on appelle le droit de participation. Et les politiques doivent prendre en compte cela. N'est-ce pas, Alune? Alune, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. J'ai compris. Fatou, Ouais. Fatou Nia? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Fatou Nia Mbeng? Fatou?
Partout, c'est bon? Alors maintenant, je pense que tout le monde a une compréhension de ce qu'est le développement local. Donc, le développement local est une stratégie qui permet d'impliquer les citoyens dans la réalisation d'un certain nombre d'objectifs en relation avec le développement. Je veux dire les conditions de vie. Je veux aussi parler du développement économique, n'est-ce pas? Mais il est primordial d'accorder une place importante au bien-être. Bon, parce que déjà, on parle beaucoup de développement local aujourd'hui, mais il faut surtout que vous insistez sur la démocratie participative et l'implication des citoyens. Mais quand on parle de développement local, c'est une approche qui est apparue dans les pays anglo-saxons dans les années 50. C'est dans les années 50 qu'on a commencé à parler de développement endogène. C'est-à-dire comment contribuer à l'accroissement des richesses dans un pays de manière équitable et que chaque territoire, chaque citoyen ait l'impression d'avoir participé à l'accroissement des richesses, à l'amélioration de ses conditions d'existence. Et justement, on s'est inspiré de 4 théories que je m'avais vous donner. Vous les bien noter. Après, vous allez faire des recherches sur ça. La première théorie, c'est le marxisme. Avec Karl Marx. Karl Marx avait prôné la promotion et le développement de la propriété collective au détriment de la propriété individuelle qui est un système d'exploitation de l'homme par l'homme. C'est-à-dire il s'attaquait au capitalisme. Donc on a beaucoup interprété donc, cette position marxiste qui a favorisé la prééminence de la propriété collective sur la propriété individuelle. Donc c'est un peu dans cette logique qu'il assimilait ce qui était exploité comme des prolétaires. Mais ça existe toujours. Hein, parce que si vous voulez, dans la plupart des pays africains, il y a une minorité qui s'accapare des richesses et une majorité qui vit dans des conditions extrêmement difficiles, eu égard à plusieurs facteurs d'ordre politique, d'ordre sociologique et même d'ordre juridique. Donc, oui, ce qu'on a exploité dans la théorie de Karl Marx, c'est la mise en place de systèmes collectifs. De systèmes collectifs à l'échelle locale pour transformer le territoire, améliorer les conditions de vie des populations. La deuxième théorie est celle de la théorie structuraliste. En économie, on parle de théorie structuraliste pour envisager le fait économique comme un ensemble d'éléments qui ne sont pas isolés. Les éléments interagissent entre eux, sont en interaction, n'est-ce pas? Et il faut obligatoirement faire une analyse globale pour cerner les relations entre les secteurs, les relations entre les acteurs, etc. Je vous ai dit tout à l'heure que le développement local prône ce qu'on appelle une transformation systémique, c'est-à-dire qu'il faut pousser les différents éléments, mais tout en cernant leurs relations, leurs interactions. Et sur le plan pratique, donc c'est des aspects sociaux, comme la santé, l'éducation, voyez un peu, le cadre de vie, les inondations. Bon, ça, c'est des aspects sociaux, c'est-à-dire des aspects qui impactent directement la vie de l'homme. Mais il y a bien sûr les aspects économiques. Quand on parle des aspects économiques, c'est la création de revenus, c'est la mise en place d'activités productives en tenant compte des plus-values et des opportunités
du territoire. Mais quand on parle d'économie, c'est la promotion, si vous voulez, d'un entrepreneuriat dynamique axé sur la solidarité. Justement, c'est pourquoi on lie beaucoup le développement local à l'économie sociale et solidaire. Mais dans la théorie structuraliste, on ne peut pas se concentrer uniquement sur des aspects sociaux, ne pas penser aux aspects économiques. Ça, c'est extrêmement important. Parce que beaucoup, au début, les ONG pensaient qu'on encadre les populations, bon, il faut les regarder comme des pauvres, quoi, faire de l'assistance sociale. Alors que dans le cadre du développement local, il y a le développement social, mais il y a aussi le développement économique avec une prise en compte de principes comme l'équité, mettre tout le monde au même pied d'égalité. Quand on parle de transformation systémique aussi, ça nous amène à ne pas laisser en rade les problèmes environnementaux. Vous avez vu avec les changements climatiques, nous sommes dans une planète extrêmement fragile qui peut à tout moment virer vers des conditions assez désastreuses. Nous avons beaucoup de problèmes du point de vue des inondations, du point de vue de la déforestation. Donc, globalement, la destruction des ressources naturelles qui sont extrêmement importantes. Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte dans le développement local et que les populations puissent inventer des solutions, puissent inventer des actions. Justement, ces solutions et ces actions doivent être locales, maîtrisées par les populations qui s'engagent comme de véritables acteurs. Donc, dans le cadre donc, de l'approche structuraliste, c'est ça qu'on appelle l'approche systémique. Donc, aborder un ensemble en cernant les relations et les interactions entre les différents éléments. Donc, la théorie structuraliste aussi a naturellement dégagé les bases sur lesquelles on s'appuie pour faire de l'approche multisectorielle. Quand on fait du développement local, l'approche multisectorielle, comme je l'ai dit, qui touche des aspects sociaux, des aspects économiques et des aspects environnementaux. Bon, il y a une dernière théorie, c'est, si vous voulez, la théorie de l'acteur. C'est-à-dire, la théorie de l'acteur, c'est comment un acteur décide librement de s'engager dans des actions qui le concernent, tout en gardant une certaine liberté. Bon, ça, je vous donne une référence. Vous allez essayer de lire ça. Par exemple, Michel Crozier. Michel, c'est M-I-C-H-E-L. Crozier, vous mettez C-R-O-Z-I-E-R. Donc ça, c'est une lecture que vous allez faire sur la théorie de l'acteur et du système. Donc ça vous permettra de voir un peu comment l'acteur participe à un processus, sur quelle base il s'appuie et comment il arrive à mettre en place des stratégies pour garder une certaine marge de liberté. D'ailleurs, ça vous aidera quand vous êtes sur le terrain, si vous faites un processus de développement, de comprendre que les populations développent également des stratégies qui leur sont très spécifiques. Donc, le développement endogène, en définitive, promeut l'action collective. L'action collective, c'est-à-dire mettre plusieurs acteurs pour qu'ils se mettent en synergie dans une complémentarité pour transformer leurs conditions de vie, leur territoire et améliorer leur bien-être. Lorsque vous êtes aussi dans une perspective de développement endogène, il faut insister sur le fait que l'approche multisectorielle est de mise. On peut à la fois toucher des problèmes sociaux, des problèmes économiques et des problèmes environnementaux pour que les populations sentent vraiment une prise en compte de l'ensemble de leur réalité. Donc, c'est ça qu'on appelle l'approche globale. Mais l'approche globale est le produit sur lequel on s'appuie pour créer ce qu'on appelle une transformation systémique. Donc, si vous voulez, vous pouvez sur Internet chercher la théorie générale des systèmes, TGS. Bon, si vous voulez vous approfondir, vous faites la théorie générale des systèmes. Ça vous permet de mieux comprendre qu'est-ce que c'est l'approche systémique. Parce qu'en master, comme je le dis souvent, vous devez être prêt pour faire beaucoup de recherches.
Donc, ce qu'on fait, c'est des interactions, mais à vous d'aller faire des recherches pour approfondir. Donc, déjà, il y a des recherches que vous allez faire. Bon, je peux toujours rappeler ça. Il y a le marxisme, il faut quand même le lire. C'est pour avoir une certaine culture scientifique. La théorie structuraliste, comme structuraliste, la théorie de l'acteur et du système. Mais vous pouvez aussi lire la théorie générale des systèmes qui a été mise au point par Lilon Bertalanffy. Donc ça vous permet d'avoir un levier et comprendre ce que je suis en train de vous enseigner. Quand on parle de développement endogène, nous insistons sur la propriété collective, l'action collective. Quand on fait développement endogène, on insiste sur l'approche multisectorielle, n'est-ce pas? L'approche multisectorielle, c'est-à-dire toucher le social, l'économie et l'environnement. Mais quand on parle également de développement endogène, on insiste sur la participation des populations, la participation des citoyens qui sont au cœur de tous les processus de transformation systémique, c'est-à-dire transformation sociale, transformation économique et transformation également des conditions en vie environnementale. Et ça, je pense que vous allez mieux le comprendre si vous essayez donc de faire une recherche sur la théorie structuraliste, le marxisme, l'acteur et le système de Michel Projet et la théorie générale des systèmes. Ça fait partie des éléments de bibliographie de votre cours. Donc, en somme, voilà, le développement local est né dans les années 50 dans une perspective d'asseoir une croissance économique inclusive faisant participer tous les acteurs, tous les territoires. Mais au fil des temps, on a développé cette approche, cette démarche, cette méthode pour aider des communautés à transformer leurs conditions de vie. C'est ce qui me fait dire dans mon ouvrage que le développement local, c'est un développement de la communauté par la communauté. Donc, et ça, c'est extrêmement important, surtout quand on est dans un pays pauvre où il n'y a pas d'argent, l'État ne peut pas tout faire. C'est comme par exemple actuellement, le nouveau régime au Sénégal parle beaucoup de souveraineté, mais nous, en développement local, nous parlons de souveraineté territoriale. C'est-à-dire quand on va arriver à la sécurité alimentaire, on va arriver à la souveraineté alimentaire, il faut qu'à la base, que les citoyens soient conscients, s'approprient de cette quête de souveraineté. Donc ça, si vous lisez au moins la théorie de l'acteur et du système, vous verrez que chaque acteur peut se transformer en agent de changement. Moi, je suis de ceux qui pensent que le changement, il se construit, il s'élabore, il est impulsé, mais il ne peut partir que de la base, il ne peut pas partir du sommet. Et je vous ai dit tout à l'heure que de plus en plus, nous avons la promotion d'une démocratie participative qui est une exigence. On ne peut pas retourner en arrière. Les populations, les citoyens ont le droit de participer. Parce que même les rapports entre les décideurs et les citoyens sont en train de changer. On a comme l'impression aujourd'hui que ce sont les citoyens qui commandent les décideurs. Vous voyez ce qui se passe actuellement en Europe. Le mouvement d'extrême droite est en train de faire son chemin un peu partout en Europe parce que c'est un mouvement des citoyens. C'est ça qu'on appelle les systèmes ascendants. Les systèmes ascendants, c'est-à-dire qu'on peut promouvoir le développement à partir de la base sous forme de revendications. Et ces revendications, on ne doit pas avoir peur de ça. Ce ne sont que des espaces de dialogue, de compréhension de la demande sociale, de production d'informations qui nous permet aujourd'hui d'agir sur les leviers de la conscientisation, de la sensibilisation, de l'appui et de l'accompagnement. On peut promouvoir donc l'appui et l'accompagnement des processus à la base. Mais c'est pour vous dire encore une fois de plus que le développement local s'est inspiré de théories sociologiques et économiques. Bon, moi, en tant que spécialiste du développement local et territorial, vous voyez un peu, je me situe toujours dans la promotion de l'action collective. C'est ça qui est la pratique de ce que vous retenez. Vous allez être experts comme nous autres si vous faites la promotion de l'action collective. C'est important. Mais aussi,
vous faites la promotion de l'approche multisectorielle, n'est-ce pas, multisectorielle, c'est important. Vous faites aussi la promotion de la participation citoyenne. Il faut que les citoyens participent. Et ça fait partie même des valeurs du développement local. Donc, mais tout ça, ça vous permettra vraiment d'avoir le goût de les lire. Par exemple, la théorie structuraliste en économie, le marxisme, qui est toujours d'actualité, la promotion d'actions collectives pour des personnes vulnérables, défavorisées et en situation de dépendance. Mais aussi voir un peu comment le jeu de la participation fonctionne. Vous lisez Michel Crozier, l'acteur et le système. Et maintenant, pour pouvoir comprendre un peu le sens d'une approche multisectorielle ou d'une transformation systémique, il faut lire la théorie générale des systèmes de Leland Bertalanffy. Aujourd'hui, vous avez de la chance, Internet vous donne tout, c'est à vous d'aller faire de la recherche et faire tout. Et puis peut-être aux prochaines tentatives, nous vous aiderons à faire un peu de recherche documentaire sur des thématiques assez claires en relation avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Qu'est-ce que le développement local et quelles sont, si vous voulez, les théories sur lesquelles on s'est appuyé pour faire du développement local. Bon, je vous redonne la parole. Bonjour. Bonjour. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, par rapport au développement endogène, je voulais ajouter, en fait, le développement endogène, c'est une conception du développement basée sur les ressources disponibles localement, notamment le savoir des populations, les expériences, leur culture, mais aussi le leadership local. Ce qui est valable, par exemple, la méthode ou la démarche qui est valable en Casamance n'est pas la même méthode et la démarche qui peut être valable à Saint-Louis, au Bawal ou dans une autre localité. C'est ce que je voulais. En fait, dans le développement local aussi, il faut prendre en compte aussi les cultures et le savoir-faire des populations, et leurs méthodes et comment, par exemple, leur mode d'évolution, par exemple. C'est ce que je voulais ajouter. Merci, Amadou. Merci. Oui, effectivement, hein, quand on prend même le caractère de l'endogénéité, on promeut un développement local à partir des acteurs locaux, mais aussi des ressources locales. Donc, chaque localité a des opportunités sur lesquelles elle peut s'appuyer pour promouvoir une transformation significative, une évolution, n'est-ce pas, capable de soutenir durablement la dynamique territoriale, mais aussi la prise en charge des conditions de vie des populations. Merci, Amadou. Et qui encore? Oui. Oui, allez-y. Il n'y a pas de questions ou contributions? Ils sont tous là. Oui, questions ou contributions? Ok, Aline Ndiaye, c'est bon?
Oui, oui, c'est bon. Moi, je pense que pour l'instant, il va falloir que j'essaie de lire un peu les trois théories que vous avez données. Rappelle-nous ça, rappelle-nous. Vous avez parlé du marxisme de Karl Marx, Ouais. qui parle de la promotion et le développement. Ça veut dire que du système collectif, quoi. Ouais. Il y a aussi la théorie structuraliste. Très bien. Voilà, vous avez aussi parlé de la théorie de l'acteur de Michel Crozier. Ouais. Vous avez dit aussi qu'on peut lire aussi la théorie généraliste du système. Des systèmes, ouais. Des systèmes. Ouais. Voilà, bon, là, je pense que il va falloir qu'on lise ça d'abord pour pouvoir être dans le débat. OK. Ouais. Alors maintenant, vous avez un groupe à votre propre format où vous êtes c'est-à-dire vous avez des documents interagir. Ça qui nous donnera beaucoup plus de temps. Il y a certaines questions, on s'appuie sur du WhatsApp, c'est un appel. Voilà, vous comprenez. Et même certains supports, vous pouvez l'avoir. Donc, vous devez vous mettre vraiment dans une posture de quelqu'un qui est acteur de ça. Maintenant, je vous ai donné des références bibliographiques. Si vous voulez, chacun peut faire une synthèse et le déposer sur le groupe WhatsApp. Bon, faire de petites synthèses, comme il l'a dit, ça nous permettra de mieux avancer sur les fondements du développement. Moi, je vous entends mal. Hein? Hein? Moi, je vous entends un peu mal maintenant. Un peu mal. Tu m'entends maintenant? Je vous entends, mais ça paraît... C'est comme si vous êtes loin de votre micro. Mais tu m'entends? Ça va, tu m'entends? Ah, c'est bon, c'est bon. Voilà, je disais que il faudra beaucoup vous appuyer sur WhatsApp. Chacun fasse une recherche, fasse une synthèse en mettant bon sur ce groupe et vous le déposez sur ce groupe. Bon, on aura l'occasion de discuter sur les différents aspects, mais il faudra beaucoup faire de recherche en master. Vous devez être. Oui, bonsoir. On n'entend Ouais. pas. Hein? Vous m'entendez maintenant? Non. C'est le réseau. Ouais, peut-être. Mais vous m'entendez maintenant? Ah, d'accord. OK. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. On vous entend. Voilà, je disais qu'il vous faut faire une recherche sur ces 4 orientations. Chacun peut faire une petite synthèse sur 1 ou 2 pages, mais là, vous le postez sur WhatsApp en mettant votre nom. C'est bon? D'accord. Ça nous C'est permettra. les 4 différentes théories. Oui, les 4 orientations théoriques. Théorie, d'accord. La théorie structuraliste. Mais On quand vous. Et la théorie générale des systèmes. La théorie générale des systèmes. La théorie de l'acteur de Michel Crozier. La théorie de l'acteur et le système de Michel Crozier. D'accord. Vous devez faire beaucoup de recherches documentaires. Vous le faites, mais vous le postez sur WhatsApp. D'accord? D'accord. OK, il n'y a pas de souci. C'est bien noté. C'est bien aussi entre vous de faire des interactions à chaque fois que vous faites le cours. De toute façon, je suis responsable de cette unité d'enseignement. Même si d'autres collègues vont intervenir, je suis obligé de vous suivre avec 3 objectifs. Comprendre l'approche de développement local, cerner les perspectives et les enjeux de la politique de décentralisation et enfin, si vous voulez, maîtriser les fondements du développement territorial. C'est ça la première unité d'enseignement. D'accord. Merci OK? beaucoup. OK. Merci. À la semaine On a prochaine. posté sur le groupe WhatsApp. Hein?
On le poste sur le groupe WhatsApp. Oui, vous, en master, vous postez sur votre groupe WhatsApp en mettant votre nom. D'accord. C'est pour susciter l'échange, l'interaction, d'accord? Mais D'accord, oui. il faut le faire avant le prochain cours. D'accord, Inch'Allah. Bon, le support est sur la plateforme. Quand vous avez des problèmes, vous appelez le jeudi et le samedi et vous demandez Monsieur Joyce, c'est le responsable technique. D'accord. Mais il faut vous connecter sur la plateforme. Tous les supports sont là-bas, d'accord? OK. Voilà, merci pour Merci cette beaucoup. interaction. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon.